Alors, bienvenue à tous et c'est parti pour la 6e édition du Collab du Savoir Montréal-Paris 2016. Donc, je suis très content de vous voir tous autour de cette table virtuelle. On est ici à Montréal, à Xerox, Canada. Alors, merci à Michel pour nous accueillir. C'est très gentil et puis quelle belle hospitalité. Et puis, je vais demander aux présents de se présenter. Donc, Michel, puisque c'est notre hôte ici, tu peux te présenter. Michel Boucher de Xerox Canada, 39 ans à Xerox. Je coordonne un programme de partage de connaissances qui s'appelle Eureka. Alors, si vous cherchez Google Xerox Eureka, des heures de plaisir de lecture. Alors, je participe au collab depuis quelques années déjà avec Joël et puis ça me fait grand plaisir d'avoir tout ce monde-là avec nous ici aujourd'hui. Merci Michel, depuis 2008 que tu participes. 2008 que je participe. Wow, merci Joël. Des pionniers, oui. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais. Donc, Loïc qui est ici à côté, tu peux te présenter? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour, Loïc Richard. Donc, j'ai une structure qui s'appelle InnoConcept et je suis spécialisé sur les problématiques d'innovation. Parle lentement parce que ça griche. On entend mal. Je disais, Loïc Richard, donc InnoConcept, c'est une société spécialisée sur les innovations et donc de l'accompagnement auprès d'entreprises, que ce soit sur de l'interne, la création ou éventuellement sur la promotion de l'innovation à l'international. Merci Loïc, on t'écoute très mal. Oui, c'est compliqué. Windows, il fait des choses bizarres, oui. Ok. Pierre, ici à côté, tu peux te présenter? On t'écoute pas? Tu as coupé le son. Ah. Voilà, c'est IUT, comme on dit en français. Alors, mon nom est Pierre Garneau. Jusqu'à tout récemment, j'étais directeur excellence opérationnelle chez GlaxoSmithKline à Québec. Donc, 110 entreprises à travers le monde, 110 000 employés qui ont besoin de se parler. Et comme j'aime beaucoup m'inspirer des meilleures pratiques, c'est mon premier collab ce matin. Merci beaucoup, Pierre. Et grâce à Pierre, on a découvert qu'on avait fait une petite erreur dans l'adresse. Donc, si vous êtes en train de nous écouter, vous voulez nous rejoindre, c'est bien 3400. Et donc, c'est bien la place Alexis Nihon, métro Atwater. C'est ça. Donc, je vois ici Marine. Marine, vous écoutez? Oui. Vous pouvez Bonjour, vous présenter. Bonjour Marine. Oui, je suis une Française qui vit à Montréal depuis 2 ans et je suis psychologue clinicienne voilà, qui organise la Nuit de l'Optimisme à Mont-Laurier. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. Voilà. Merci Marine. Oui. J'ai rencontré Marine à Ecto hier soir et puis elle a sauté sur le collab du savoir. Là. Je pensais qu'elle avait sauté sur toi, Joël. Ça, il ne veut pas le dire. On parlera ça au café. Alors, à Gaspé, on a 2. Pascal à Gaspé, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Aubert-Bugeaud. J'ai suivi des études multidisciplinaires en design intégré, en recherche, évaluation et planification socio-économique. Donc, la collaboration et les technologies m'intéressent particulièrement. Excellent, merci Pascal. Alors, il va falloir faire attention quand on prononce Pascal, parce qu'il y a toutes sortes de monde qui va répondre. Donc, est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour, moi je suis Jean-Claude Claude, je fais de la consultation en gestion et développement des organisations. J'ai une préoccupation particulière au niveau de la gestion des connaissances et des processus d'innovation. Je suis un participant au lab, ou en tout cas aux activités du Café Lab des connaissances et Co-Lab du savoir depuis 2012. C'est sûr que j'ai pas l'expérience de Michel, mais j'ai quelques années au niveau de la participation sur Merci Jean-Claude. Ton son est quelque chose de bizarre. Je ne saurais pas te dire quoi, mais peut-être tu peux le corriger. Je vérifie ça. Donc, de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que on va y aller par Lausanne, Pascal Côté? Oui, vous m'entendez bien? Très bien, 100%. Parfait. Donc, c'est pas toujours un problème de distance, la qualité sonore. Non. Pas du tout. À l'ère d'Internet, ça n'a plus rien à voir. Ok, moi, voilà, je suis réducteur en fracture numérique de façon générale. Je suis aussi éthicien digital dans le sens où j'essaye de faire des développements durables et responsables dans le monde informatique. Et je monte un laboratoire d'études, un cabinet de consulting, avec des baroudeurs informatiques de 15 à 25 ans d'expérience pour créer des transformations durables dans les évolutions et révolutions numériques et digitales. Et donc, j'ai besoin de connecter les intelligences. Excellent, merci. Merci pour ta participation, Pascal. Et à Paris, Pascal Bernardon. Bonjour à toutes et à tous. Pascal Bernardon, moi je travaille chez InnoPrag où j'ai deux missions. Je suis expert en knowledge management et là je suis en train de lancer une plateforme en fait d'intermédiation qui permet d'acheter des services à la demande à des experts. Donc, et je participe au Collab du savoir depuis pas mal d'années. Merci Pascal. À côté de toi, il y a du monde. Est-ce qu'ils peuvent se présenter? Kader, tu veux te présenter? Bonjour, Kader Kevaili. Je suis un des deux fondateurs du cabinet InnoPrag et accessoirement aussi très intéressé et très à l'écoute du monde, je dirais, digital dans le sens large du terme. Et c'est la raison pour laquelle, il y a à peu près 2 ans, j'ai commencé à cogiter sur la nécessité de mettre en route une plateforme d'intermédiation entre des experts et des clients. Excellent, merci Kader. Donc là, le monde qui est présent sur Zoom, Yves Alavo, Oui. Vous pouvez vous présenter? Parfait, mon nom est Yves Alavo. Moi, je dirais que je me situe beaucoup dans tout ce qui touche la médiation culturelle. Donc, à travers la création artistique et à travers toutes les productions culturelles, faire le lien entre des gens de différentes cultures dans le monde, basé à Montréal depuis 38 ans, et membre d'Ecto, un des fondateurs d'Ecto. C'est là que j'ai rencontré Joël. Et je trouve absolument faramineux et extraordinaire de pouvoir se connecter comme ça et d'échanger sur tout ce qui touche le cœur même de l'interaction au niveau digital, cognitif et tout ça. Alors, je suis heureux et privilégié de pouvoir participer à cette rencontre. C'est la première fois pour moi. Merci Yves. Qui est Pascal Marité. C'est Marité, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous présenter? Vous apparaissez sur Zoom? Oui, ça peut être Moi, c'est Marité Hilar. Je travaille. Oui, je suis Marité Hilar, je suis observatrice et je travaille pour deux collèges publics de l'île de Montréal en tant que coordonnatrice pour ce qui est la formation
la formation des services dans tout ce qui est innovation, les modèles de participation innovante des Grèce. Merci Marité. Alors c'est toute une... Merci à Pierre. Christine, Christine, vous êtes là? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Non. François? François? Non. Là, il y a un CTN 7100. C'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Allô Anne, vous êtes là? Vous vous présentez? Non. On voit, mais on n'entend pas. Ok. Michel, Pascal. Bon, s'il y a d'autres personnes qui se rejoignent. Ok. Donc, merci à tous pour être là. C'est vraiment super extraordinaire. Et donc, on va aller à la prochaine ardoise pour commencer à parler de construire une culture de collaboration. Donc, vous ouvrez la page Construire une culture de collaboration et vous allez voir qu'il n'y a rien. Mais d'abord, on va faire un petit exercice de présence à soi. Donc, je vous invite à lâcher votre souris, à fermer les yeux et puis prendre un bon inspire, un bon expire, focuser sur votre respiration. Et on est tous là, on va participer au collab du savoir et on va partager en même temps nos idées sur comment construire une culture de collaboration. Donc, on va travailler quelques minutes en silence. Alors, je vous invite maintenant à commencer à travailler en silence sur l'ardoise. Juste après. Écris-moi les noms des animateurs.
produit. Non. Pour qu'il s'achète une autre machine. Bon, alors je vais me permettre d'introduire les facilitateurs pour ce thème. Donc, Jean-Claude Plourde va être l'animateur, facilitateur, et Loïc Richard va être le jardinier en chef. Donc, Jean-Claude, à toi la parole. Oui, bonjour. Est-ce que le son est meilleur, Joël? Oui, beaucoup mieux. Ah, OK, c'est parce que j'avais un problème de micro que j'ai réparé. J'ai moins dit. Excellent. OK. Ma préoccupation première au niveau justement de la culture de collaboration, c'est de même que j'ai commencé à le regarder. Il faut passer d'un esprit de compétition qu'on était il y a plusieurs années à des esprits qui sont plus de collaboration ou de participation. Et comment est-ce qu'on réussit justement à faire le pont entre les deux? C'est une préoccupation que j'ai. Et là, on va dire la première élément qui me frappe un peu dans ce qu'on a mis sur l'ardoise, sur la table, on va dire, c'est toute la partie de structure d'équipe, travail d'équipe, participation intégrée. Et là, ce n'est pas toujours le cas. On va dire comment est-ce qu'on réussit justement au niveau des structures ou au niveau de l'organisation à justement mettre en place ce travail d'équipe-là. Ce n'est pas toujours là. Et là, c'est un peu quelles sont les expériences des participants autour de la structure d'équipe qui amène à faire la collaboration. S'il y en a qui veulent s'exprimer, on pourrait justement commencer à regarder c'est quoi la structure. Après ça, on regardera les composantes qui sont plus organisationnelles, les composantes qui sont plus au niveau du fonctionnement. OK. Jean-Claude, je vais commencer, ça ne te dérange pas? Pas de problème. Oui, donc si vous descendez un peu sur Webidia Pro, vous verrez que j'ai mis un ensemble d'éléments, dont le premier s'appelle un diagnostic. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, en gros, pour moi, il est vraiment important de développer une culture de collaboration, de savoir un peu ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, il y a 3 points, à mon sens, qui sont fondamentaux. Le premier, c'est l'analyse des pratiques existantes dans l'entreprise. Donc, j'ai mis quelques questions à côté. Par exemple, dans quelles conditions ont-elles été développées? À quel type d'acteurs sont-elles reliées? Ou quels sont les intérêts et les besoins de ces acteurs? Alors, il peut y avoir d'autres questions qu'on peut analyser et étudier dans ce premier cas. Le deuxième cas, c'est les natures pratiques à adapter. Donc, j'ai mis trois éléments. Quelles sont les nouvelles conditions? Désolé, on a été coupé de Webidia Pro. J'essaie de retrouver.
Tu vois dans mon Oui. écran? Regarde dans mon écran. Non, c'est correct. On t'entend de loin, Loïc. Oui. Donc, je vais inviter peut-être Jean-Claude prendre le relais. Jean-Claude, OK. Mais Jean-Claude va au-delà- parler. Jean-Claude va parler. oui, OK. au-delà du diagnostic, OK, on va dire, c'est quoi les principales composantes qui font au niveau de l'équipe que ça se passe ou que ça se passe pas? Et là, on dirait, est-ce qu'il y a des participants, on dit, qui veulent justement ramener ça? Comment est-ce que eux autres, ils ont vécu ça, cette collaboration-là? De ce côté-là, le vécu et l'expérience que j'ai, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais, c'est que de toute façon, avant même de parler des outils, avant même de parler des diagnostics ou de quoi que ce soit, il y a un élément fondamental, c'est la constitution de quelque chose qui va pouvoir commencer à fonctionner en équipe. On est dans l'ordre de la relation psychologique et de la relation humaine. Pour qu'une équipe puisse commencer à collaborer et travailler, il faut qu'elle s'apprenne, qu'elle se comprenne, qu'elle s'identifie, qu'elle s'ajuste, qu'elle se côtoie, qu'elle se reconnaisse, qu'elle s'imagine ensemble. Et on a un gros problème initialement, c'est de vouloir absolument forcer des gens à collaborer ensemble sur des savoir-faire, alors qu'on intègre rarement le savoir-être et on développe quasiment jamais l'apprentissage de l'empathie, l'apprentissage de l'ouverture. Alors, évidemment, vous, du côté du Canada, au Québec, vous êtes beaucoup moins handicapés que nous en Suisse, parce que vous avez, je sais pas, je pense, au niveau de la relation humaine, à peu près 10 ans d'avance par rapport à nous. Mais nous, ici en Suisse, il faut imaginer vous vous retrouvez avec des financiers, avec des assureurs, avec des gens qui ont des processus, il y a des gens en fait, qui sont bien industrialisés et qui ont été bien abîmés par de la technologie, je dirais, et qui du coup, quand on constitue une équipe pour faire de la collaboration, il faut juste leur commencer par leur apprendre à redevenir humain et à comprendre l'autre, être à l'écoute de l'autre, l'écoute active, ce que c'est, et l'empathie, ne serait-ce que l'empathie des autres, d'accepter les erreurs, d'accepter des idées différentes. Et ça, c'est une culture qui est pas évident à mettre en route et à initialiser pour arriver à démarrer un moment de collaboration. Et si on n'a pas cette équipe, cet élément d'ajustement qui a été mis en place d'une façon ou d'une autre, la collaboration est extrêmement difficile. Moi, je résumerais, c'est la collaboration, ça se construit, ça se décrète pas. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est justement, Pascal, parce que tu amènes un élément de fond, on va dire, puis là, on va dire, je le vois là, un peu dans ce qu'on a ramené, c'est d'arriver à tolérer les différences. Là, mais est-ce qu'il y a des façons de faire justement pour s'assurer, on va dire, qu'on réussisse à les lire, ces différences-là, pour pouvoir les tolérer? Là? Je ne sais pas si je peux dire un mot. Oui. Hein? Je peux dire un mot? Oui, Yves. Oui. Moi, ce que je dis, mon expérience dans les grandes institutions, dans les grandes administrations et les grandes corpos, c'est vraiment de vivre avec la différence, d'intégrer la différence, de la prendre en considération et de profiter des atouts de la différence. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Il y a toujours un choc des cultures quand arrive ce moment-là de collaborer dans les grandes institutions ou les administrations où il y a une lourdeur administrative colossale. D'arriver à créer des équipes collaboratives, c'est toujours un obstacle et c'est un choc des cultures. C'est l'expérience que j'ai et ce n'est pas facile. Alors, vivre avec la différence, parce qu'effectivement, la différence, elle existe, sauf qu'il faut la prendre en considération, la valoriser et profiter des atouts de la différence. Merci Yves. Oui. On pourrait faire un tour de table pour inviter les personnes qui ont mis des bulles. Qu'est-ce que vous avez mis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commenter ces bulles? Est-ce que Michel, si je peux. Oui. C'est Jean-Claude qui décide, là. Oui. Ah. Attendez pas sur le oui, c'est déjà un oui en partant. Ouais, faut pas. Ce que je voulais mentionner, j'en ai mis une toute simple, une bulle, mais qui dit par obligation, la collaboration ou par choix.
Si la personne se sent obligée de collaborer, c'est certain que l'ambiance de travail va être totalement différente que si c'était par choix. Alors, on a beau accepter la différence et tous ces trucs-là, mais si au départ, la personne ne veut tout simplement pas collaborer, peu importe les atouts, les plus et les moins qu'on veut leur soumettre à ces personnes-là, c'est dans l'être humain. Il y en a qui n'aiment pas collaborer, il y en a qui n'aiment pas, ils veulent travailler seuls, sont des individuels. C'est ce que j'ai observé, en tout cas, dans ma pratique, dans mon environnement. Ils vont avoir des très bonnes idées, ils vont dire aux autres, à une personne à la fois, mais devant un groupe, ils vont dire non. Ils vont le dire à 12 fois à 12 personnes différentes, un à un, mais dire la même chose devant 12 personnes, ils le feront pas. C'est dans leur profil, la nature humaine est comme ça. Puis, je pense que il faut travailler avec ça, mais il faut le considérer. OK. Je veux vérifier, Michel, est-ce que dans les faits, l'obligation ou la participation volontaire, on va dire, est en lien avec le leadership ou pas? Ou c'est plus au niveau des individus? C'est plus au niveau de l'individu. Et si je peux rebondir sur ce qu'a dit Pascal Côté à demi-mot au début, c'est l'objet de collaboration. Est-ce que si l'équipe est d'accord sur l'objet de collaboration, déjà, ça peut aider à ce que la collaboration démarre. Donc, c'est sur quoi on veut collaborer. Demain, moi, tu m'emmènes collaborer sur le tricot, je pense pas que je vais adhérer. Tu m'emmènes au collab, là, je vais adhérer. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi, j'ai partager des objectifs communs et valoriser les succès. Tout ça dans une approche appréciative. Apprendre à valoriser ce qu'on fait de bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, Joël, ça me ramène justement au fait que, puis là, je me prends l'exemple d'une équipe de hockey, donc dire, le fait de connaître que la personne est capable de réaliser quelque chose avec succès nous ouvre à plus de collaboration. On va dire, cette mémoire-là, qu'une personne est capable de faire quelque chose avec succès, nous incite à aller le voir un peu plus souvent. On va dire, si on a à refaire un exercice du même genre. Et là, cette mémoire, il appelle ça mémoire transactive, on va dire, mais cette mémoire de succès-là est intéressante au niveau de la collaboration. Tout à fait, oui. Est-ce que je peux me permettre? Oui. Donc, juste concernant l'obligation de participer à la collaboration, je travaille dans un organisme communautaire en ce moment et on a développé une politique de communication pour essayer d'améliorer ça. Donc, on a des moments où est-ce qu'on se rencontre tous pour discuter, parler des projets communs, de la vision commune, mais après, on s'autorise toujours un moment pour retourner travailler seul avec soi-même pour ensuite revenir collaborer. Donc, en ayant les sections plus individuelles, on arrive à avoir une collaboration qui est plus saine dans ce type d'obligation-là. OK. C'est le retour ou l'échange qui permet, c'est-à-dire l'introspection plus l'échange qui permet plus la collaboration? C'est ce que nous, on a développé, que j'ai apprécié pour réussir à aller chercher tous les types de personnes. Les personnes qui sont plus introspectives vont aller travailler en équipe, si possible, mais après, il y a un moment où est-ce qu'on va retourner sur nos dossiers personnels, voir c'est quoi les impacts, c'est quoi les enjeux, et ensuite, on revient en collaboration pour améliorer. Donc, cette pause-là entre les deux sections collaboratives aide. Une relecture à faire. Oui, effectivement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, on va dire, sur leur expérience au niveau de la collaboration? Oui, c'est Kader qui parle. Je suis assez enfin, je me reconnais bien dans ce que vous venez de dire, Pascal, parce que, enfin, en tout cas, les expériences que j'ai vécues dans les
projet collaboratif ou dans la collaboration, pour moi, c'est bien un équilibre entre un travail, je dirais, en groupe ou en équipe, comme on veut, et du travail personnel, parce que chacun a ses expertises, ses propres expertises. Donc, il peut et il doit travailler en solo et ensuite revenir auprès du groupe pour partager ses expertises et ses idées et être force de proposition. Et c'est ce qui fait avancer les projets. Et je pense que c'est un véritable équilibre à avoir pour que les projets dits collaboratifs soient des succès, en fait. Oui, je suis d'accord là-dessus. Et Jean-Claude, si tu permets, moi je fais le lien avec l'approche agile. Donc, par exemple, comme on a fait quand on construit le collab, on se réunissait une fois par semaine, on mettait tous sur l'ardoise et puis on se répartissait les tâches. Et puis à la semaine suivante, on voyait ce qui avait été, enfin les engagements qui avaient été faits. Là. Donc, je suis d'accord avec Kader là, dans cette perspective-là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler de leur expérience de collaboration? Ça a été quoi l'élément déclencheur, on va dire, au-delà d'avoir un objectif commun? Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs? Jean-Claude? Oui. Oui, Cédric, je suis désolé, là, j'ai eu que des problèmes techniques à résoudre. Donc, je viens juste de revenir. Moi, je crois qu'il y a trois éléments fondamentaux, mais qui drive aussi tous les thèmes du collab du savoir sur lesquels on va discuter, que ce soit le prochain thème, que ce soit la semaine prochaine. Il y a trois éléments qui sont fondamentaux, moi, aujourd'hui. C'est un, l'attitude, donc certaines personnes en ont déjà parlé. Deux, c'est l'usage. Et trois, c'est la techno. Et ces trois éléments-là, à mon sens, sont vraiment très, très importants. Et ne pas travailler sur ces points-là, il se peut que les projets de collaboration ne puissent pas aboutir de façon optimale. Et aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, tous les systèmes, il faut développer des usages, il faut développer des attitudes, il faut que les équipes soient vraiment une approche très positive, très ouverte, de telle manière à ce que, en fait, l'ensemble des composantes qui sont mises en place puissent apporter vraiment une productivité optimale au sein de l'entreprise. Voilà, je peux pas mettre les bulles, je suis désolé. C'est compliqué pour moi en ce moment. Je suis en train de revenir tout doucement. Loïc, c'est parce que tu les as exprimés. Est-ce que la façon dont tu les as exprimés en étant comme les attitudes et après ça, l'organisation puis les outils, on dirait, est-ce que tu vois la collaboration, on dirait, passe d'abord par ces étapes-là ou on pourrait commencer en disant, on essaie les outils, puis après ça… non, en fait, le plus important dans ces trois points, à mon sens, c'est surtout l'attitude. Si, par exemple, dans l'équipe ou dans l'organisation, on a des intégrateurs négatifs, il est clair que ça va poser des problèmes. Donc, ces personnes ou ces départements vont être un frein. Donc, par exemple, quand j'ai travaillé sur des projets de gestion de connaissances comme Geneva ou sur les problématiques de standardisation au sein de GEM+, la première chose qu'on faisait avant tout projet, c'est d'identifier des acteurs qui avaient vraiment des attitudes positives, qui étaient ouverts et qui avaient envie de faire des choses. Ça ne sert à rien de créer un projet au niveau de l'entreprise, sachant qu'on va avoir beaucoup de problèmes à résoudre. Tandis que si on travaille sur des petits secteurs, on crée des meilleures pratiques, des attitudes, on crée des nouveaux usages et en même temps on joint la techno, tout ça crée une dynamique. Et après, en termes de communication ou en termes de marketing, c'est beaucoup plus simple à promouvoir au sein de l'entreprise, puisqu'on a déjà des premières expériences qui sont vraiment des expériences positives. Et donc, on peut facilement, après,
les présenter, montrer comment ça se passe, parce qu'on a tout un historique qui a été construit derrière. OK. La clé serait plus au niveau des attitudes qu'au niveau des outils. Oui, tout à fait. Attitude, usage et techno. Les trois sont vraiment liés aux uns aux autres. On peut avoir une attitude vraiment très très positive, mais si derrière on met une techno dont l'ergonomie ne tient pas la route, ben ça peut casser aussi la dynamique. Donc les trois ont comment dire, il faut faire attention à chaque élément de ces trois points que j'ai dit, attitude, usage et techno. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer sur leur expérience de collaboration? Oui, Michel. Oui. Ce que j'ai observé aussi, c'est que est-ce que les personnes retrouvent leur compte? Est-ce que l'investissement qu'ils vont faire dans la collaboration va leur revenir en certains bénéfices de toute façon, de toute sorte de forme, je pourrais dire. Souvent, les personnes vont... ton micro, Stéphane? Ton micro? OK. Souvent, les personnes vont éviter de collaborer parce qu'ils ne trouvent pas leurs bénéfices. Alors, si l'effort investi dans ça, dans la collaboration, peut leur rapporter plus tard, c'est certain qu'on va avoir une meilleure collaboration. Michel, c'est un élément important, ce que tu viens d'aborder, c'est justement le fait d'y retrouver son compte. Si tu n'y retrouves pas ton compte, la partie collaboration va s'effriter à la longue, là. Et là, on dit, le fait de collaborer nous amène aussi à avoir une capitalisation de l'effort. Là. Fait que là, on dit, c'est un élément important, c'est un élément de fond. Ça. Merci pour... Oui. Je vais continuer la conversation. Il est vrai que aujourd'hui, on a souvent une réflexion individualisme versus collectif au sein des organisations, et notamment quel est l'apport des individus vis-à-vis de ces deux éléments-là. Et les indicateurs ou les analyses qui sont faites par les ressources humaines ne sont pas forcément encore complètement adaptées. Et elles sont beaucoup trop sur une approche individualiste. Et alors qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des outils où ça nécessite une capitalisation de connaissances de l'ensemble des connaissances et des compétences des acteurs. Et je crois qu'il y a une adaptation au niveau des ressources humaines, ou du moins une grosse réflexion à se faire à ce niveau-là, parce que en fait, on est comme tout le monde, on travaille, on essaie de se valoriser, mais aussi on veut par exemple évoluer dans l'entreprise, et donc forcément il faut créer une visibilité. Et donc comment en participant à des projets collectifs, on peut arriver à cette visibilité, mais au niveau des ressources humaines, il n'y a peut-être pas les indicateurs qui montrent que le partage collaboratif que moi, par exemple, j'ai effectué a été important pour l'entreprise. Et on va m'analyser plus sur la version individuelle. Très important ce que vous dites. Et ça, c'est une révolution à faire. C'est un changement de paradigme. Excusez-moi, Jean-Claude, peut-être que j'interviens sans avoir le droit d'intervenir. Pas de problème. Oui, Je trouve que c'est capital ce qu'on vient d'entendre. Il y a là un changement de paradigme. Il y a une résistance au changement depuis 7-8 ans dans des organisations où des groupes entiers protègent leurs acquis, protègent leur, entre guillemets, leur part de la tarte, si on veut, d'une façon un peu triviale. Mais c'est très important. Il y a tout un changement dans la formation des ressources humaines, dans la pratique des ressources humaines, dans l'évaluation, dans la gestion à tous les niveaux pour arriver à vivre aujourd'hui avec une autre façon de participer, de collaborer, d'innover et de créer dans une entreprise. Et ça, il y a une résistance colossale de mille et une façons et c'est pas facile. C'est un drame dans plusieurs institutions. Changer et passer à une nouvelle façon d'apprécier, à une nouvelle façon de valoriser la collaboration, à une nouvelle façon d'intégrer toute cette nouvelle génération, toute cette nouvelle approche. Ce n'est pas une question d'âge,
c'est une question d'attitude, comme on disait tout à l'heure. Merci. Tout à fait. Karine, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, pour moi, l'important, ce serait vraiment par rapport à la relation, la construction de relations positives avec, comme on disait tantôt, le développement de l'empathie et d'attitudes positives et de communication entre les gens. Moi, je suis spécialisée en psychologie positive et c'est vrai qu'on travaille beaucoup le développement de relations de confiance, de relations positives entre les gens. Et pour moi, ce serait vraiment la base pour tout le reste, en fait, pour la collaboration. Marianne, je veux vérifier, on va dire, c'est parce qu'il y a aussi la partie de collaboration, on va dire, dans certains cas, c'est la peur qui nous empêche justement Est-ce qu'il y a des façons de faire justement pour minimiser ces peurs-là auprès des individus, on va dire comme tu as une pratique individuelle? Est-ce qu'on peut travailler justement sur ces peurs-là pour justement amener un peu plus de collaboration? Et pour moi, la première chose, c'est qu'il y ait une prise de conscience et on peut travailler, c'est sûr, au niveau individuel et au niveau groupal. J'ai aussi donné des cours au Cégep. On avait un cours vraiment sur l'intégration de la différence. Donc, comprendre déjà le fonctionnement psychologique humain, c'est-à-dire que naturellement, on a tendance à avoir peur des différences et à tenter de s'en éloigner. Et comprendre comment on fonctionne pour ensuite mieux l'intégrer et puis pouvoir contrecarrer un peu ces mécanismes qu'on a naturellement, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. Est-ce que Aloane est là? Est-ce que vous avez des commentaires, Aloane? Pas de commentaires d'Aloane. D'accord. Jean-Claude, est-ce qu'il faudrait ramasser puis conclure? Oui, ce que je comprends, c'est que c'est d'abord à l'individuel qu'il faut ou en tout cas à l'individu qu'il faut commencer à travailler. Le deuxième élément de fond, ce serait plus réussir à se donner un objectif, en tout cas, et le troisième élément, on va dire, c'est créer du capital avant d'aller aux outils, là. Et c'est un petit peu sous cet angle-là. Il faut travailler d'abord sur l'être avant de travailler justement sur l'avoir. On dirait que c'est un peu ce que je comprends qui serait la clé au niveau de la collaboration. Loïc, des commentaires? Non, pas spécifiquement. Je pense qu'il y a un gros travail, une grosse réflexion au niveau des entreprises à faire à ce niveau-là et à mettre en place des outils ou des façons de faire de telle manière à ce que quand l'individu travaille de façon collaborative, partage ses connaissances, partage son savoir, il puisse avoir une certaine reconnaissance et qu'on lui dise pas par exemple, souvent dans les recrutements, vous expliquez des projets et le résultat de ce projet est le résultat d'un travail collectif, donc et non pas un travail individuel. Et on nous dit souvent, qu'est-ce que vous avez fait individuellement sur ce projet-là? Mais individuellement, le résultat, certes, il y a un travail individuel, mais le résultat du projet et le succès de ce projet est le résultat du travail collectif. Et donc, en fait, c'est la capacité des individus à travailler ensemble, à s'intégrer dans une équipe, à travailler de façon dynamique qui fait que toute la partie collaboration va donner une véritable valeur au projet et va permettre de donner pour les utilisateurs finaux on va dire un outil, un processus de travail ou autre chose très, très intéressant. Et c'est très difficile de retourner ça simplement à l'individu. Je peux intervenir, Jean-Claude? Oui. Allez-y. C'est juste pour préciser, je pense qu'on a un problème carrément culturel dans le sens où les enfants quittent l'école obligatoire, ils ont appris à être des individus. Ils sont notés individuellement.
la classe, elle n'est pas notée collectivement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, au Canada, mais ici en Suisse, on est toujours dans une démarche de compétition et d'apprentissage de la compétition. Résultat des courses, est-ce qu'on n'a pas déjà fondamentalement, au départ et au démarrage, mis des briques qui ne sont pas adaptées à ce dont on a besoin après? Je dirais que je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent Bourdieu ou Marx. Bon, Marx, tout le monde le connaît, mais ils ont travaillé beaucoup sur l'approche de la reproduction. Et Bourdieu était à un moment donné vraiment un gourou, on va dire, en France sur les approches de sociologie. Et il montrait qu'en fait, nativement, on avait tendance à reproduire ce que l'on avait acquis. Et donc, en entreprise, par rapport à ce qu'on a acquis, par rapport à ses expériences en éducation, mais des choses, on va dire, beaucoup plus profondes, on les reproduit automatiquement. Et donc, on se retrouve forcément dans les organisations à cette reproduction sociale. Pascal, justement, le fait d'avoir une reconnaissance d'équipe au lieu d'une reconnaissance individuelle, dans certains cas, permet une meilleure collaboration. Là. Mais c'est vrai qu'il y a un pas qui n'est pas toujours facile à faire, on va dire, parce qu'on a été élevé dans des systèmes qui sont plus des systèmes compétitifs. Et là, la partie qui est plus de reconnaissance d'équipe va nous amener, je pense, dans des systèmes qui vont être un peu plus collaboratifs. Exactement. La reconnaissance vient de qui? L'importance de la reconnaissance vient de qui? Du management ou de tes collaborateurs, de tes compagnons de travail? Okay. Je pense que c'est là la clé aussi. L'esprit d'équipe, ça vient de tes compagnons de travail. Si tu n'as pas la reconnaissance de tes compagnons de travail, oublie ça. Collaboration, c'est fini. C'est bon. C'est bon, Michel. C'est une excellente, excellente observation. La reconnaissance, ça vient du management. Oui, c'est bien. Mais si elle n'est pas sentie par tes proches, par tes coworkers, tes personnes avec qui tu travailles, c'est très difficile d'amener à la collaboration. Ce que tu dis, Michel, est très juste et ça me fait penser à Debian. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme open source Linux qui s'appelle Debian. Oui. C'est intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil sur les fiches qui expliquent un petit peu l'historique et l'histoire de la culture de cette plateforme parce que aujourd'hui, la communauté Debian est quand même la communauté qui fournit à peu près 80% des systèmes informatiques de la planète. Hein. C'est eux qui font tourner beaucoup de serveurs. Et cette communauté Debian, elle fonctionne en mode auto-approbation. Le chef de la communauté est reconnu par la communauté en elle-même. Et donc, en réalité, ils ont mis en place une sorte de holocratie qui permet de mettre en place une collaboration par reconnaissance mutuelle. Et elle est devenue tellement forte et tellement puissante qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait partie de la communauté de Debian, à partir du moment où il est reconnu par ses pairs, il n'a aucune difficulté pour trouver du travail et être reconnu parce que c'est plus du tout des certifications établies par une autorité quelconque. Ça devient de l'auto-certification par les membres de leur propre communauté. Oui. Excellent. C'est là où les organisations du travail à faire encore. Ouais. Alors, je pense que c'est le temps de passer à réinventer le travail numérique. Donc, je vais introduire Pascal Bernardon, qui va être notre animateur, et Michel Boucher, qui va être notre jardinier en chef. Donc, Pascal, à toi. Vous m'avez tendu une bonne perche là, pour continuer, parce que on a commencé à parler de la collaboration avec tous les aspects, je dirais, comportementaux, humains, et qu'il fallait mettre en œuvre. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est, dans ce travail qu'on va faire ensemble aussi, c'est d'avant de parler d'outils, qu'on arrive à dire comment je collabore, même si j'ai pas d'outils, et quels outils, est-ce que j'ai vraiment besoin de tous les outils pour collaborer, et au lieu de parler d'outils, est-ce qu'on peut parler d'usage, plutôt d'usage collaboratif que d'outils, parce que des outils collaboratifs, il y en a plein les bibliothèques, il y en a plein partout. Mais avant tout, ce qui est important, c'est de comprendre les usages et comment on peut s'en servir.
Aujourd'hui, on utilise une plateforme collaborative, hein, WebID Apron. Est-ce que toutes les entreprises ont besoin de cet outil? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que d'autres outils collaboratifs peuvent aider? Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que chacun d'entre vous s'exprime sur ce qu'il a vécu autour de lui, au niveau personnel ou professionnel, dans ses usages collaboratifs. Comment il a commencé à collaborer et qu'est-ce qui a fait que ça a marché ou pas marché, en fait. Oui, moi, de nouveau, je rapporte ce qu'on fait au Collab. On fait un usage justement de pouvoir exprimer nos idées en temps réel. Et donc, quand on travaille ensemble, on utilise cette plateforme et on partage nos idées. Et puis, après ça, ça facilite énormément le travail. C'est mon point de vue. Donc, je vous invite à mettre vos bulles sur le whiteboard, hein, et puis à commencer à collaborer. Quelles sont les initiatives qui vous avez mis en place dans vos organisations? Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez vraiment l'agenda de manière collaborative? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à écrire en même temps un document à plusieurs? C'est pour ça que je parle d'usage plutôt que d'outils. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous coordonner en fonction des savoir-faire de chacun? Et là, on pourra vous raconter des histoires aussi avec l'équipe du Collab, hein, puisque quand on fait une réunion de travail de Collab, il y a notre chef d'orchestre Joël qui lance des idées et ainsi de suite. Et puis, il y a Loïc qui va mettre à jour le site s'il faut. Il y a Jean-Claude qui va donner des idées, qui va écrire des choses. Il y a Michel qui va apporter son point de vue. Il y a s'il y a un sondage à faire, on va me demander de le faire. Et tout ça se fait, je dirais, d'une manière transparente et, je dirais, à travers les peu d'outils qu'on utilise pour faire ça, en fait. Mais ce qu'on a appris, c'est après à se connaître, hein, c'est pour rebondir sur le travail du groupe précédent, enfin de l'atelier précédent. Donc, on sait qui on est. Je ne sais pas, il y en a un d'entre vous qui a dit tout à l'heure, faut reconnaître les savoir-faire pour qu'on puisse s'appuyer sur le savoir-faire de quelqu'un plutôt que d'essayer de le faire soi-même et perdre du temps. C'est votre Jean-Claude qui a dit ça. Et donc, est-ce que vous, je vais m'arrêter de parler là maintenant? Est-ce que c'est à vous de parler? Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur le sujet? Et avec beaucoup d'humour, Pascal. Comment? Et avec beaucoup d'humour. Ah, en plus, ouais, toujours. Sinon, c'est pas marrant. Alors, j'inviterai tout le monde à aller sur la Droise 03, réinventer le travail numérique et insérer vos idées ou vos expériences, évidemment, sur le sujet. On a un qui est très actif ici dans la salle, là, à Montréal. Ouais, dur. Moi, on va faire un petit moment de silence le temps que tout le monde puisse apporter leurs idées. C'est lequel est en train? C'est soit ça ou la circulation de la rue. Désolé, on est en plein milieu de Paris. C'est beau. Ils sont pas en grève, ceux-là. Non, on n'est pas encore en grève, non, mais il y a des congestions, comme on dit chez vous. Excusez-la. Alors, on a 5-10 minutes pour insérer nos idées dans l'ardoise 03. Après ça, on va partir la discussion. Vous avez des problèmes? C'est difficile
On va peut-être commencer un tour de table, si vous êtes d'accord. Oui. Oui, absolument. Donc là, il y a l'ardoise qui s'est remplie avec quelques petites. On parle de réduire l'infobésité, d'une nouvelle architecture. D'autres champs de compétences. Donc, l'utilisation du travail en quotidien, je m'organise personnellement et collectivement. Est-ce que vous avez des retours à nous faire sur le sujet? Est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer? Je vais commencer comme d'habitude. Vas-y Loïc. Ouais. Donc, en fait, moi, si vous regardez, j'ai marqué une bulle technologie numérique, puis j'ai fait des tas de liens autour. Aujourd'hui, on a quand même une profonde modification des relations, non seulement dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise et aussi à la façon dont l'homme travaille dans l'entreprise. Donc, ça fait beaucoup de choses, ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les personnes deviennent des travailleurs, entre guillemets, autonomes, travaillent dans des coworking et d'une manière ou d'une autre, font des travaux tout en travaillant en collaboration. C'est-à-dire que je suis ma propre entreprise, mais je travaille aussi avec d'autres personnes qui sont autour de moi, qui ont leur propre entreprise. Et toute l'approche de coworking que j'ai mise sur la problématique de la flexibilité d'emploi prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est une modification, à mon sens, très très importante au niveau du travail et de la façon dont aujourd'hui on peut travailler, et aussi avec les outils sur lesquels on peut travailler, puisqu'en fait les réseaux sociaux ou les outils comme InnoPrag, par exemple, peuvent être des facilitateurs en termes de collaboration et puis de développement de travail. Donc là, on est vraiment sur des changements de paradigme qui sont assez profonds. Et derrière ça, on a une crise du salariat qui commence qui est de plus en plus importante
et qui va certainement devenir de plus en plus importante dans le temps, notamment avec l'arrivée de la robotisation qui va supprimer énormément d'emplois derrière. Et derrière ça, on va devoir complètement réinventer le rapport de l'homme au travail et de l'homme avec des outils dans lesquels il va devoir s'utiliser au quotidien. Voilà, rapidement. Moi, je suis d'accord avec ta vision, Loïc. J'aimerais avoir, Michel, dans une grande organisation comme Xerox, ce que vient de dire Loïc, est-ce que tu le vois arriver? Comment tu le vois? Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans ce milieu-là? Vas-y. Oui, vas-y. Vous m'avez entendu? Oui, je t'entends. Ça avait terminé. Tu m'entends pas? Est-ce que vous avez entendu Michel, tu as entendu ma question? Brièvement, j'ai manqué toute la fin de la question. En gros, si tu veux, je disais que ce que disait Loïc, j'adhérais à ce que disait Loïc parce que c'est un changement de modèle dans lequel on est en train d'arriver. Je voulais savoir si dans ton organisation, Xerox, c'est une grosse organisation, si aujourd'hui tu commençais à ressentir ça, s'il y a des groupes dans ton organisation qui commençaient à rentrer dans cette voie-là. Si on revient au thème principal qui est utiliser technologie numérique pour inventer le travail ou vice-versa, réinventer le travail parce qu'on a des outils numériques pour nous aider, nous appuyer à faire des nouvelles choses. C'est toujours la résistance au changement qui est au début. Il faut démontrer encore une fois c'est quoi le bénéfice de la personne d'utiliser une nouvelle technologie pour en arriver là. Je me rappelle, Eureka a 20 ans maintenant, il fallait utiliser un portable, un laptop. Imaginez-vous, en 1996, un laptop, c'était très avancé comme technologie. On fournissait un laptop à chacun des techniciens et pour eux, c'était c'était un angle de bateau à transporter. Tout ça parce qu'on leur demandait d'utiliser des outils corporatifs qui ont été transférés à eux. Les tâches de travail qui étaient faites par d'autres personnes, maintenant on leur demandait à eux de le faire vu qu'il y avait un ordi pour les compléter ces actions-là. Et aussi longtemps qu'on n'a pas démontré des bénéfices pour eux de transporter, quand on a apporté Eureka, les bases de données, les documentations numériques, etc., à partir de cette époque-là, ça devenait une motivation d'utiliser la nouvelle technologie, le numérique. Maintenant, c'est pareil partout, quelle que soit la technologie. Premièrement, il faut que la personne soit familière avec la technologie. Si elle ne l'est pas, on lui donne tout bonnement comme ça, puis apprends-le de toi-même, ça peut boiter très longtemps. Peut-être qu'on n'arrivera pas au résultat voulu dans les temps voulus. C'est très important de transférer l'information, comment utiliser ces nouvelles plateformes, nouvelles technologies, et puis de leur démontrer leurs bénéfices à long terme là-dessus. Si on n'est pas capable de faire ça au départ, ça va être très ardu d'implanter une nouvelle technologie. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, il faut leur apprendre à pêcher, il ne faut pas leur donner du poisson, en gros. Oui, exact. Moi, j'aime la truite. Pascal, moi, ce que je lis un petit peu dans mes interventions, c'est que le travail est en train de se modifier parce qu'on a accès à des compétences qu'on n'avait pas avant. Et là, on va dire, je prends l'exemple, on va dire, on peut avoir une compétence particulière, mais la compétence particulière n'est pas à proximité. Avec le numérique, on est en mesure d'aller chercher cette compétence-là. Et on peut l'utiliser durant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après ça, on dirait être 4 ans sans l'utiliser. Ça veut dire que la flexibilité d'utilisation d'une compétence va justement amener à réinventer le travail. On est plus sur des... puis là, je vais prendre l'exemple du restaurant, là. On va au restaurant, il y a un gros menu, mais on peut choisir juste un élément du menu qui va faire notre affaire cette journée-là. Ça fait que les outils numériques nous permettent ça.
Ce qu'on n'avait pas avant, on va dire, parce que avant, on va dire, on avait l'obligation d'avoir la compétence à portée de main. Exact. En autant de savoir qu'est-ce que tu as sur le menu. Tu as peut-être des trucs qui ne sont pas sur le menu, qui sont dans le resto à côté, mais que lui a un menu différent. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on sait ce qui est disponible pour nous aider en technologie? Souvent, on pose la question dans l'entreprise, qu'est-ce que vos employés connaissent ou connaissent pas? Évidemment, l'éducation et la formation est un grand morceau, mais souvent, on veut utiliser la technologie, mais on ne sait même pas qu'elle existe. Si on savait que ça existerait, mais peut-être qu'on l'utiliserait ou on ferait des méthodes de travail qui seraient différentes. Ça change tellement rapidement qu'il faut s'informer constamment qu'est-ce qui est disponible ou pas. Dépendamment de l'environnement de travail, évidemment. Est-ce que je peux intervenir? Loïc qui fait dire non. D'accord. Bon, ben, je te donne plus d'argent pour acheter un nouvel ordi d'abord. Uniquement s'il passe sur Mac, on sera plus emmerdé. Je lui ai passé $1 là. Mais c'est ça, il y a la question de modèle mental de travail collaboratif et moi je vois toutes les difficultés qu'on a juste à se mettre ensemble pour le collab. On utilise 2-3 outils, mais c'est des difficultés de s'inscrire, d'utiliser les bons réseaux, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une inscription qu'il faut valider. Donc, il y a tout un modèle mental de travail collaboratif qu'il faut développer. Je me rappelle une fois, j'étais dans le train, on s'est réunis via Slack et on a résolu un problème qu'on avait sur le site web à différentes parties parce qu'on avait des problèmes avec le lien pour l'inscription. Et donc, grâce au feedback de certains usagers, on a résolu ça. Donc, c'est possible sans barrière géographique, si on se met à travailler tous ensemble, de faire. Donc, l'usage, c'est essayer de satisfaire les usagers et reconnaître leur feedback pour apporter des modifications, des améliorations au processus. Et aujourd'hui, la connectivité simplifiée, le fait que tu peux accéder un peu n'importe où à n'importe quelle ressource, modifie complètement la manière de travailler. En fait, ce que tu viens d'expliquer, Joël, ce qu'on a fait sur Slack ce jour-là, oui. Tu étais dans ton train, moi j'étais à Paris, Loïc était à Montréal. Oui, tout à fait. Oui, ça griche, Loïc. C'est ça. Ouais, mais là, désolé. Vous m'entendez là ou pas? Ok, ouais. Super. Oui, c'est vrai que tu as un peu anticipé ce que je voulais dire, Pascal. C'est vrai que le rapport de l'humain au travail est complètement modifié et donc ça aussi, il y a aussi la réflexion de la vie privée de l'humain derrière. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est des super connectés, on peut dire ça comme ça, on a un ordinateur, on a le téléphone portable, bon bref, et à n'importe quel moment, en fait, il y a une possibilité qu'il y a un problème qui se passe au niveau de l'entreprise et qu'on soit directement relié à ce problème-là, alors qu'avant, en fait, le problème, on ne le résolvait que le lendemain, quand on revenait à l'entreprise, puisqu'en fait, il n'y avait pas cette connexion. Et donc, aujourd'hui, au niveau des organisations, il doit y avoir une réflexion au niveau du rapport de l'humain vis-à-vis du temps de travail et de l'humain vis-à-vis de son temps hors travail. Et je crois que c'est assez important parce que on est vraiment dans un changement de paradigme et donc on n'est pas forcément le fait d'être complètement connecté 24 sur 24. Quelle réflexion les organisations doivent avoir
par rapport au travail de la personne dans l'entreprise et par rapport à sa connectivité, quoi. Je sais pas c'est la si question au fond. je sais pas si je peux intervenir parce que je trouve ça important. Le constat que je fais, moi, ces dernières années, c'est cette grande différence en termes de participation, de mentalité, de gestion, je dirais, cet outil de contrôler le temps de l'employé, d'évaluer en fonction du contrôle, une espèce de contrôle mécanique. Aujourd'hui, il y a une grande liberté. On peut avoir un apport de qualité sans être apporté de ce contrôle où il faut mettre une carte, etc., etc. Donc, les nouvelles technologies et tous ces outils collaboratifs ont permis de valoriser la créativité, de changer les rapports dans une institution entre des employés qui, eux, sont plus créatifs et une espèce je dirais, d'équipe de gestion qui veut à tout prix contrôler. C'est une révolution colossale. Travail de qualité, liberté de mouvement, liberté d'action, participation à un niveau plus important pour agir et transformer l'institution par son travail, par ses idées et tout ça, etc. C'est un bouleversement complet. Et certaines institutions, certaines entreprises réussissent à passer ce cap. D'autres sont complètement bloquées et transportent comme ça des espèces de micro-conflits qui font qu'il y a toujours ce besoin de contrôle et cette incapacité, grâce aux nouvelles technologies, à exercer ce contrôle constant. Tout à fait d'accord avec vous, Yves. Mm-hmm. Si je peux apporter aussi, c'est qu'il faut établir les attentes au préalable avec les nouvelles technologies. Oui, je suis rejoignable 24 heures par jour, mais ça ne veut pas dire que je vais être disponible 24 heures par jour. Il faut établir les attentes au préalable. Puis oui, la mobilité, la flexibilité apportent des bénéfices, mais aussi qu'est-ce que j'en reçois, qu'est-ce que je peux en donner. Mais il faut établir quand même les attentes au préalable et avoir une bonne étiquette de travail à l'intérieur de la corporation, mais aussi une bonne étiquette envers le public en général. La technologie peut devenir emmerdante dans les restos, dans les cinémas, dans les... c'est une autre histoire, mais quand même. C'est l'éducation, c'est l'étiquette, comment utiliser ces trucs-là aussi. Est-ce que Pascal Aubert, Pascal Côté ou Pierre Garneau ont des choses à ajouter? Kader? Non, tout a été dit de mon côté, je pense. J'ai l'impression que c'est... OK. Oui, pardon. Effectivement, moi, j'ai passé toute ma carrière dans les usines et l'arrivée du numérique et le contrôle est assez évident. Je visitais il y a 2 ans une usine de remplissage de bouteilles d'alcool qui s'appelle Diageo. Et le vice-président avait un appareil téléphonique intelligent en temps réel, le rendement des 5 usines. En temps réel. Ce qu'il faisait toute sa journée, c'est regarder son appareil, prendre le téléphone. Ça devenait de savoir pourquoi. Et tout le monde le savait dans l'usine qui c'était contrôlé. C'est à la limite du harcèlement, j'imagine. En fait, c'est une chose de savoir c'est quoi qui se passe dans l'usine, mais qu'est-ce que tu en fais après? C'est la réaction de la personne, qu'est-ce qu'elle en fait après? C'est là que ça devient important. Oui, c'est important qu'il soit au courant de ce qui se passe, mais est-ce qu'il délègue à ses employés, ses contrôleurs ou ses managers sur le site pour aider les cas? S'il fait du 9-1 qu'on appelle, moi je décide de vous régler. C'est là que ça devient dans l'harcèlement, oui. Nous aussi, on a plein de contrôles de rapports, de statistiques en temps réel, etc., etc., mais c'est qu'est-ce qu'on en fait après qui est l'étiquette, la façon de travailler avec les autres aussi. Oui, c'est vraiment l'utilisation qui en fait la différence. Oui. Ouais. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? À Gaspé? Éventuellement, en fait, quand en plus on parle d'intelligence collective,
on a un monde industriel de la spécialisation où on est tellement allé profondément dans la verticalisation des métiers, des savoirs. On a construit des activités dans lesquelles on va se reposer sur l'expertise de quelqu'un qui est dans une vision limitée. Ici en Suisse, pour vous donner un exemple, il y a un type qui a sorti au journal le fait qu'il allait falloir retarder l'âge de la retraite à l'âge de 70 ans en Suisse. On est en retraite à 67 ans. Donc il faut les repousser à 70 ans. Et ça passe dans les journaux. Mais évidemment, la personne en question, c'est un spécialiste de la retraite, des caisses de retraite. Donc lui, il arrive avec sa vision des choses, puis il va dire, ben voilà, en fait, il faut faire travailler les gens jusqu'à 70 ans. Et puis moi, j'arrive derrière, dans les commentaires, je dis, mais commencez déjà par être capable de donner du travail à ceux qui ont 50 ans, parce que c'est déjà plus le cas. Ils sont déjà laissés sur le carreau. Donc, donnez pas des solutions qui sont déjà les problèmes au départ. Donc, on a un problème de vision holistique, et le fait que on a vraiment besoin de se ramener maintenant dans des situations où on va être capable d'être multicompétences, de connecter ses intelligences et d'arrêter cette fractalisation des savoirs de telle manière que du coup, chacun dans son côté, on devient les super experts et puis on ne prend pas de décision collective dans un bien commun. C'est là où il va falloir qu'on passe en fait de la rémunération du travail. Faut plus rémunérer l'emploi, il faut rémunérer le travail en fait. Et la contribution, parce qu'on est en train d'entrer dans l'ère de la contribution aujourd'hui, et il faut que les contributions soient rémunérées, quelle que soit la contribution que tu fais en fait. Donc là-dessus, il y a un travail énorme à faire. Et malheureusement, nos dirigeants, quel que soit le pays dans lequel on est, ils sont déconnectés de ce monde-là, en fait. Comme tu disais, Pascal, en France aussi, les prochaines élections, on nous annonce tous qu'on va passer de 62 à 67. Mais est-ce que c'est vraiment le sens de l'histoire? Parce que on ne pourra pas donner du travail à tout le monde. Donc, repousser comme tu disais, déjà donner du travail à des gens de 50 ans, ça ne va pas être simple. Mais après, est-ce que tu vas pouvoir donner du travail à tout le monde jusqu'à 67 ou 70 ans? J'en sais rien. Surtout avec les robots, comme nous disait tout à l'heure Loïc. Hein. Oui, tout à fait, avec la robotisation et ainsi de suite. Donc, et quelque part, c'est là qu'il y a un non-sens. Et globalement, c'est que le fait que ce soit les robots ou les algorithmes qui fassent le travail pénible et qui permettent de libérer l'humain d'un certain esclavagisme du travail, c'est quelque chose qui a failli passer en Suisse. On est seulement 20% à avoir voté oui à ça. On a fait le week-end passé la votation sur le revenu de base inconditionnel. Donc en Suisse, ce revenu de base inconditionnel a été rejeté à plus de 80% par la population. Donc on ne partira pas dans cette direction-là. Parce que ça a été mal présenté, ça a été mal perçu, on a un problème culturel par rapport à ça. Mais globalement, on est dans ce train-là, dans cette prise de conscience-là. C'est qu'à un moment donné, c'est la participation, valoriser la contribution. Et je pense que c'est exactement ça, Pascal, ce que tu dis. C'est que les nouvelles architectes, les nouvelles façons de travailler, le nouveau contrat de travail, c'est carrément la notion même de salariat qui va se remettre en cause et qui devient quelque chose qui n'a pas d'avenir dans un environnement où la création de valeur va se faire dans des systèmes collectifs, où on va commencer à co-construire des choses et puis on va falloir réinventer de nouvelles façons de rémunérer ce travail et de pouvoir récupérer un retour sur ce travail. Tout à fait. Les motivations. Donc apprendre à co-construire. Oui, et puis à trouver d'autres motivations que simplement faire des choses qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement positif. Je suis convaincu qu'on va en baver et que dans les 15 années qui vont venir, ça va pas être facile. Mais je suis convaincu que globalement, l'humanité va être condamnée à devenir intelligente. On va être obligé d'abandonner les principes où finalement on va faire les choses sans réfléchir, on va exécuter, puisque ça n'aura plus de sens. On va être obligé de commencer à construire cette intelligence. Pascal, c'est justement là où les outils interviennent. On a plus d'informations qui vont nous permettre et de connaissances qui vont nous permettre de prendre de meilleures décisions. Mais en même temps, il faut absolument comme réinventer notre structure d'organisation actuelle. On est encore sur des structures d'organisation qui sont pyramidales et la responsabilisation, ou en tout cas la subsidiarité, où ce que la personne est responsable de faire ce qu'elle doit faire, on ne dirait pas là. Et tant il y a si longtemps qu'on va être encore sur des prises de décision pyramidales, quand on a l'information pour pouvoir prendre nous-mêmes notre décision, on va être en difficulté, là.
Fait que c'est toute la remise en cause du modèle actuel pyramidal qui, je pense, va dans les prochaines années devoir être modifié. Et c'est clair que là, les outils numériques, au-delà de la collaboration, c'est les outils numériques pour les prises de décision. Donc, je pense à des solutions logicielles comme Lumio. Si vous avez déjà entendu parler, il faut que je crée la fiche, que je vous mette le lien. Ou des plateformes comme ils ont fait en Argentine, où ils ont créé une plateforme qui s'appelait, je ne sais plus comment, e-gouvernance ou un truc comme ça. Comme ça, ouais, c'est ça. Et dans lequel, du coup, il y a un aspect participatif, c'est-à-dire qu'on va utiliser les outils numériques pour permettre de prendre des décisions collectives. L'Islande a écrit sa constitution sur Internet. Et la blockchain va faciliter certaines choses aussi. À cette étape-ci, j'aimerais demander à certaines autres personnes de leur donner la chance de s'exprimer. Peut-être Kader, est-ce que tu aurais un commentaire à additionner? Très intéressant. Moi, pour rebondir sur ce que disaient les différentes personnes, je dirais que, en fait, on dit qu'il faut changer de paradigme, mais il est déjà en train de changer. On est déjà en train de vivre, je dirais, une transformation. Et on le voit au travers de différentes initiatives qui ont débuté déjà depuis très longtemps. Alors, évidemment, on parle de Freedom Inc., d'entreprises libérées, qui vont dans ce sens-là, où on responsabilise au maximum chaque individu à travailler et à collaborer avec le reste de l'entreprise pour un objectif évidemment à la fois individuel et collectif. C'est sûr que les outils, je dirais, de type numérique et la révolution numérique que l'on connaît aujourd'hui va faciliter, je dirais, cette prise de conscience, à mon avis. Et quand on voit des initiatives sur l'entreprise libérée entre parenthèses, il y en a eu en Amérique du Nord, il y en a en Europe, il y en a aussi en Amérique du Sud, en Asie, et c'est je dirais, une lame de fond, et tout ça va s'accélérer. Merci, Kader. Peut-être Pascal Aubert. Est-ce que tu as un commentaire à additionner? Pas réellement. En fait, le travail numérique, je le perçois vraiment comme un outil de travail plutôt qu'une manière de fonctionner. C'est pas nécessairement un processus encore de travailler de manière numérique, mais si on jumelle les processus collaboratifs avec des outils de technologie, on peut arriver avec des solutions qui sont vraiment meilleures, mais encore une fois, il y a quelqu'un qui mentionnait tout à l'heure qu'il y a la connaissance des outils informatiques à la base qui est vraiment nécessaire à pouvoir les utiliser parce qu'on arrive tous avec des niveaux très différents de la technologie. Je pense que ma génération, on arrive avec des bagages un peu plus importants en termes de connaissances informatiques, bien que ce ne soit pas tout à fait généralisé. C'est juste une avance un peu plus importante pour arriver à utiliser mieux ces outils-là, mais les outils ne sont pas encore généralisés, sont encore très, très restreints pour arriver à des processus qui soient complets. En fait, tu as lu dans mes pensées, Pascal, parce que j'allais justement aborder le sujet des générations X, Y et les boomers. Est-ce que tu crois qu'utiliser la même technologie pour toutes ces générations-là peut être utilisée d'une façon efficace? Je crois qu'en ce moment, la technologie est en train de se spécialiser. La technologie est nécessaire maintenant dans tous les aspects du travail, à mon avis. J'étais confrontée à un problème d'une personne qui est plus capable de travailler à l'ordinateur et on essayait de voir les possibilités de travail autres qu'avec un outil de technologie. Et c'est pratiquement impossible maintenant d'avoir ça. Donc, maintenant que la technologie est rendue aussi nécessaire, on est à une base, mais là, il faut arriver à des outils qui soient plus performants. Il y en a une multitude en ce moment qui se spécialisent. Je lisais là, les copyright, copyleft, les open source sont géniales. On permet de démocratiser beaucoup. Par exemple, avec AutoCAD qui est très spécialisé, on arrive avec
on arrive avec des plateformes qui sont beaucoup plus libres d'accès, qui sont plus égales avec tous. On n'a pas besoin d'avoir des licences pour utiliser des outils qui soient efficaces. Donc, je pense que c'est un processus d'évolution, mais je pense pas qu'on y est tout à fait en ce moment. OK. Pascal? Ah, c'est OK, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui qu'il va falloir qu'on mette des numéros. On a fait un élevage aujourd'hui. On a fait un élevage de Pascal. En tout cas, je peux vous confirmer qu'il tendance. Ouais. Moi, je collabore beaucoup avec des seniors et actuellement en Suisse, je parle et je fais des conférences sur les dictatures numériques, puisque typiquement au niveau bancaire, si vous ne faites pas de e-banking en Suisse, maintenant vous commencez à être taxé de la facture papier. Donc, on a vraiment basculé dans un monde de la dictature digitale. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, le gouvernement français maintenant oblige tous les Français à passer leur feuille d'impôt par Internet. Donc, quid des personnes âgées qui ont 80, 90 ans ou 100 ans pour passer leur feuille d'impôt par Internet. C'est encore possible, mais ça va être de moins en moins. Oui, non, mais bon, on est aussi dans une logique de rationalisation des coûts, une logique aussi de promouvoir les nouvelles générations, puis on oublie les anciennes générations de plus en plus, quoi. Ou alors, il faut que la techno s'adapte à cette génération, à cette silver génération, en fait. Parce que quand tu regardes la déclaration d'impôt en France, quand tu es un salarié, on va dire standard, tu as juste à appuyer sur OK, en gros, hein, parce que les chiffres sont remplis et tout. Hormis si tu fais des placements en bourse comme ça, peut-être que tu as des choses un peu plus compliquées, mais pour les personnes qui sont soit retraitées, il y a juste à appuyer sur OK. Donc, peut-être que l'application, enfin, le site aujourd'hui est peut-être pas adapté à nos seniors, mais bon, et encore, ça veut rien dire. Moi, je connais des seniors qui sont plus geeks que des gamins de 25 ans. Donc, c'est pas une question d'âge. En fait, c'est une question de volonté de vouloir s'adapter au monde dans lequel on vit. Je pense pas que ce soit une question d'âge. Moi, je rencontre aujourd'hui dans les entreprises que j'accompagne bien sûr, les gamins, ils ont tous un smartphone dans les mains, ils sont tous sur Facebook ou quoi que ce soit, mais quand tu leur dis maintenant, applique un usage collaboratif dans ton travail, là, ils sont souvent absents, si tu veux, parce qu'ils n'ont pas fait et on est là pour les accompagner, mais ils n'ont pas fait ce passage de dire, OK, hormis envoyer mon selfie ou la photo de mon repas dans l'avion ou mes vacances, dans l'entreprise, c'est quoi le numérique? C'est autre chose que ça, si tu veux. Donc, et là, c'est pas parce que tu as 20 ans que tu es meilleur qu'un mec qui a 50 ans et qui s'y est intéressé, en fait. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, tout à fait. Et moi, j'aimerais à ce moment-ci parler de l'exemple qu'a apporté Enrico de Barcelone, qui est un architecte. Et à ce moment-là, lui, il conçoit les édifices, les immeubles en lien avec l'environnement. Donc, il y a une quantité de senseurs qui sont en train de tout mesurer à l'extérieur et l'immeuble est en train de réagir par rapport à ça, ce qui permet de faire des édifices beaucoup plus dynamiques, moins chers, plus adaptés à l'environnement, plus adaptés à l'humain. Et donc, tout reconcevoir la profession d'architecte et la construction de buildings. Donc, toute la notion d'habitat est complètement bouleversée grâce au fait que le numérique est disponible. Donc, j'ai l'impression que toutes nos professions vont être complètement chambardées. Il faut développer un nouveau modèle mental. C'est quoi les usages, mais c'est quoi les besoins des humains? Quels sont nos besoins? Comment ces besoins peuvent être satisfaits? Quelles sont les prolongations de nos sens, nos bras, nos cerveaux, nos cognitifs, tout ça? Qu'est-ce que les technologies peuvent apporter? Et tout ça va être complètement bouleversé, changé. Et donc, comme disait Michel, il y aura une grosse résistance au changement, mais aussi une période difficile dans les prochains mois. En fait, il y a beaucoup de grandes
compagnies qui veulent notre bien et souvent ils l'ont, dans le sens qu'ils veulent nous vendre des choses. Ils sont très créatifs à nous gérer ou à nous créer des besoins. Si on tombe dans le panneau, ça peut être très facile. Pascal Bernardon, est-ce que tu veux retourner sur l'ardoise ou tu veux continuer la discussion? Je ne sais pas, est-ce qu'on est dans les timings? Est-ce que... Le timing, il nous reste environ 10 minutes. OK. Donc, je suis satisfait de voir que l'ardoise, c'est rempli. C'est bien rempli. On a une belle base, là, c'est super. Moi, ce que je propose, c'est que on refasse un petit tour de table là, pour terminer cet atelier, en fait. Oui, très bonne idée. Sur ce qu'il a retenu, en fait, de cette discussion qu'on a ensemble depuis 30-35 minutes environ. Donc, qui veut se lancer? Moi, je vois qu'il y a un lien très important entre développer la collaboration et comment on peut tirer parti, comment on peut tirer avantage des outils numériques et réinventer le travail. Je vois un grand lien entre les deux ateliers. Moi aussi. Ce que je peux dire, si je peux intervenir, c'est que c'est aujourd'hui là que se passe complètement la réorganisation de tout le rapport au travail, du rapport à la production, du rapport aux relations qui peuvent se développer entre les différentes composantes d'une entreprise. Tout change et c'est l'apport effectivement des technologies qui va permettre de réinventer, et c'est nécessaire aujourd'hui, le rapport au travail, à la rémunération, le rapport au syndicat, au patronat, tout change et on est devant, aujourd'hui, on a dépassé les limites de ce que c'était jusqu'à présent et ce sont des rapports complètement nouveaux, ce sont des liens et une gestion, une évaluation, une compréhension nouvelle que les technologies nous apportent. Et une chance peut-être aussi. Oui. Loïc? Non? C'est Jean-Claude. Moi, ce que je vois, là, on va dire, puis je reprends un petit peu la réflexion de Kader, puis la réflexion de Yves, on va dire, c'est le changement se fait là. Et une des difficultés qu'on a, on va dire, c'est qu'on travaille en même temps sur nos attitudes et nos comportements, qu'on travaille en même temps sur les outils. Et là, dans certains cas, là, on va dire, on est dans un outil qui va nous permettre d'aller plus loin, mais dans un autre cas, dans un outil qui ne nous permettra pas d'aller plus loin parce que notre comportement de collaboration n'est pas encore là. Fait que là, j'ai l'impression qu'on va avoir comme une zone grise. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais je pense qu'il y a quelque chose à regarder sous cet angle-là. Passe sur le piton pour que ça s'allume. Je vais continuer. Moi, je pense que il est clair qu'on est vraiment dans un nouveau paradigme. Bon, il date pas d'aujourd'hui parce qu'il a déjà commencé il y a déjà un petit moment. Mais le rapport social à l'humain, mais le rapport social aussi à la production. Donc humain par rapport à la société, par rapport à ses amis, à la production, par rapport à l'entreprise, c'est complètement bouleversé. On le voit aujourd'hui, moi je prends mon WhatsApp, je contacte mon ami, on se donne rendez-vous ou autre chose. Donc en fait, tous nos moyens de communication, nos moyens de façon de faire, notre façon de vivre est complètement impactée. Et demain, avec l'arrivée des robots, nos petits jeunes vont vivre avec des robots comme moi j'ai vécu avec Goldorak à l'époque. Donc d'une manière ou d'une autre, on évolue et puis on a plus ou moins de mal à s'adapter parce que les changements sont tellement brusques. Mais que d'une manière ou d'une autre, il faut terminer quand même sur notre positif, c'est que même si on a ces changements-là, c'est quand même pour notre meilleur être. On n'irait pas sur un mal-être, quoique ça peut arriver.
Ouais, mais enfin, c'est Kader qui s'exprime, mais la transformation ou l'évolution qu'on vit aujourd'hui, est-ce que quand on regarde l'histoire avec un grand H, c'est pas ce qui s'est déjà passé au moment où Gutenberg a découvert l'imprimerie et compagnie. Je veux dire, on est dans le même type d'évolution. Ça a fait peur, ça a aussi mis un certain nombre de personnes, et notamment à cette époque-là, les moines qui eux seuls savaient écrire, ça les a mis un petit peu de côté, ça a changé leur position dans la société et leur position sociale. C'est ce qui s'est déjà passé. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, moi, ce que j'entends, c'est on nous parle beaucoup d'outils, mais pour moi, les outils n'ont jamais été, et je parle là des outils numériques, ça n'a jamais été une solution, c'est qu'un moyen. Moi, j'ose espérer, en tout cas, et je le regarde, enfin, je l'aborde de manière positive. Je dis que, bien sûr, les nouveaux outils numériques vont nous permettre, je pense, de pouvoir travailler différemment, à condition, évidemment, qu'on adopte un autre paradigme, certainement de société et individuel. Mais on va aussi vivre avec les contraintes de ces outils, de ces nouveaux outils. Et pour revenir à cet atelier, c'est la première fois que j'y participe et je suis très heureux d'y participer. J'aurais tendance même à dire qu'on pourrait prendre ce sujet collaboration et collaboratif sur l'aspect philosophique, parce que j'ai beaucoup entendu de mots tels que empathie, notamment compassion et autres. Mais est-ce que le fait d'appréhender la collaboration, c'est pas aussi de commencer par se vider de son ego? Les dimensions, je dirais que les dimensions éthiques, philosophiques, aujourd'hui sont peut-être un peu oubliées, si ce n'est que par la recherche en tant que telle. Mais si on prend le cas hier, il y a 2 jours, je suis allé chez Google à Montréal et puis il y avait Pepper qu'on présentait. Pepper est un robot sur lequel on peut discuter, on peut créer des actions et puis et donc à un moment donné, l'entreprise en tant que telle a décidé pour le moment uniquement de créer le robot Pepper, mais n'a pas décidé de créer le contenu. Parce que en créant le contenu, on va se retrouver directement confronté à des problèmes éthiques. Prenons l'hypothèse que le robot, vous introduisez le robot dans la maison, donc c'est votre enfant qui va s'amuser avec ce robot, et puis en fait, il se retrouve avec du contenu, on va dire, pas très recommandable. Et donc là, ça pose tout un ensemble de problèmes d'éthique sur la façon dont va être utilisé le robot et dont comment on va s'en servir. Moi, j'aimerais continuer à faire sur ce que Kader disait, la notion d'ego. Parce qu'à un moment donné, j'animais une séance de travail sur WebIDEA Pro et puis un illustre participant met une bulle et puis après ça, il rouspète qui m'a volé ma bulle. Alors effectivement, sa bulle avait disparu de sa place et puis il y avait quelqu'un qui l'avait relié avec d'autres. Ça avait parti un cluster pour parler en français. Et donc, on a examiné on a discuté de cette notion de s'approprier des bulles et de ce que... Non, mais Joël, c'est super intéressant ce que tu dis parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille sur un outil de cartographie. Moi, je crée une bulle, mais c'est l'ensemble des acteurs qui vont aussi donner de la valeur à cette bulle. C'est pas uniquement moi par ma connaissance ou par mes compétences, mais c'est l'ensemble des participants qui sont ici qui vont faire que ma bulle va prendre encore plus de valeur et on va encore plus s'enrichir. Et souvent, on voit les outils de cartographie de ce type-là, par exemple, comme un simple outil de brainstorming, de ce genre de choses, alors qu'on peut le voir d'une autre manière où, en fait, on peut mettre vraiment en évidence la compétence, la connaissance des personnes et vraiment le partage et la collaboration.
et obtenir des résultats vraiment très, très concrets. Est-ce que Pierre ou Pascal veulent s'exprimer? Kader, j'avais justement, je voulais aller un petit peu plus loin sur la réflexion à Kader, on dit, parce qu'il posait la question, on dirait, est-ce que le débat philosophique va se faire? Et dans les faits, je pense que la discussion de COP21 sur l'écologie ou l'environnement va être la clé qui va nous permettre de passer de l'égocentré à l'éco-centré. Et je pense qu'on commence à ouvrir la discussion, là. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Est-ce que Yves aurait un commentaire à additionner là-dessus? Moi, je trouve ça absolument enrichissant et ce que je constate, c'est qu'il y a loin de la façon dont on perçoit les choses, dont elles évoluent, cette maîtrise, cet usage et les attitudes par rapport aux technologies et la réalité dans les entreprises et les grosses entreprises, les organisations plus importantes ont du chemin à faire. Il y a un écart considérable entre, je dirais, un certain noyau développé, prêt et qui utilise les technologies, et puis l'ensemble de la structure des entreprises qui bloque cet usage et ce partage-là, et cet aspect créatif, collaboratif et innovateur. Oui. Justement, on parlait de réinventer le travail, et Dieu sait qu'il y en a devant nous, puisque faut changer, il faut travailler à cette transformation et cette évolution. Et on est, j'espère en tout cas, peut-être des petits acteurs du changement, chacun de notre côté et bien sûr tous ensemble. Allô? Oui, on est là. Pas de bruit là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Pierre? Il restait Pascal. Après, on va aller à Joël. Il y a Pierre Garneau aussi, non? Pierre aussi, il s'est exprimé un peu tantôt, mais oui. Pascal, Aubert? Quel Pascal, oui. Voilà. Pascal. Pascal, oui. On va dire la plus belle. En termes de technologie, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant en l'amenant vers le processus collaboratif, c'est un projet de design intégré que j'avais fait où est-ce qu'on était chacun dans notre champ d'expertise différent avec nos outils différents de technologie. Mais en s'assoyant ensemble autour d'un projet de travail, on avait pu échanger nos outils et aller travailler d'un outil de travail qui ne correspond pas à notre champ d'expertise, à un nouveau champ. Ça permettait d'explorer d'autres méthodes de travail qui pouvaient faire avancer de manière très intéressante et très innovative le projet. Donc, je pense qu'avec l'utilisation des outils technologiques, en passant par la collaboration, on peut arriver à faire un développement qui est vraiment plus avancé que d'autres. Oui, effectivement. Merci, Pascal. Pierre? Donc voilà, au tout début, j'aimerais débuter en disant c'est mon premier atelier collab. Je suis fasciné par tout ce que j'ai pu apprendre et écouter et je vais quitter cet après-midi le cerveau complètement en ébullition. J'écoutais le mot écart tantôt. Depuis plusieurs années, on se passe extrêmement vite. Mais j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont se faire à une vitesse exponentielle. Et les entreprises qui vont aller un peu plus rapidement vont faire que l'écart va s'agrandir très, très rapidement entre ces nouvelles organisations et les anciennes organisations. Et c'est un peu effrayant. On parle de la nouvelle révolution industrielle qui est extrêmement peur. Et effectivement, c'est pas dans 6 mois ou dans 1 an, ça se passe aujourd'hui. Merci, beaucoup apprécié. Et mon cerveau, il ne pourra pas dormir ce soir, je pense. On a des calmants pour ça. On appelle ça une bonne bière. Je vais sûrement trouver à Montréal. Ou un petit rouge en France. Joël,
que tu veux compléter? Oui, moi je voulais souligner que ce que mentionnait Pascal là, c'était qu'il faut apprendre très vite. Donc, développer nos capacités d'apprentissage parce que les technologies ont la vie très courte et il faut être rapide sur nos patins pour réinventer comment on peut en tirer parti ou les co-construire nous autres mêmes. Et puis, j'aimerais aussi très rapidement vous inviter à la dernière partie, aller à récolte, commentaires, take-out, pour qu'on puisse annoter, partager toutes nos récoltes aujourd'hui, ce qu'on a appris, les commentaires. Et voilà, donc je vous invite à me rejoindre sur cette ardoise-là. Et déjà, c'est commencé. Vous voyez l'ardoise à l'écran, là? Oui. 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 Yves, est-ce que vous avez des commentaires verbaux que vous voulez participer? Les commentaires, c'est simplement, je suis très, très impressionné et je me dis, il y a des suites dans comment traduire et permettre de partager ces acquis et aussi d'aider à leur implantation d'une certaine façon dans les petites, moyennes et grandes entreprises. Il y a un travail colossal à faire et je suis impressionné par la qualité des échanges et la qualité du contenu des échanges et de tous les intervenants. Merci Yves. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, en fait, bon, moi j'ai mon ordinateur qui est bloqué. Bon, bref, simplement dire que une suite sur le collab du savoir, et notamment qu'on va voir des approches telles que la théorie sécale, le design thinking, la culture d'innovation. Et donc, je pense que là, il y aura des échanges très intéressants qui vont se faire. Et puis, j'espère que la semaine prochaine, tout le monde sera là et puis voir qu'on aura peut-être plus de participants et qu'on pourra faire échanger ensemble nos expériences, nos connaissances, nos avis et puis pouvoir discuter, quoi. Joël, on t'attend. Hein. Joël, tu es le bienvenu, on t'attend à Paris. Sûr. Merci Pascal. Le 13. On t'attend. Alors, on fait un dernier tour de table. Marine, est-ce que vous êtes toujours là? Marine a quitté, je crois, tout à l'heure. Marine, ok. Pierre vient de quitter. Yves a fait ses commentaires. Oui. Merci beaucoup de me permettre d'être avec vous. Merci. Marité, quelques commentaires de la fin? J'étais comme observatrice aujourd'hui. J'étais pas sûre de vouloir participer. J'ai pris des notes parce qu'il y a certains sujets qui m'ont interpellée. Je trouve les modèles intéressants de participer à distance. Probablement, je me brancherai la prochaine fois. Merci, Marité. Pascal à Lausanne, dernier commentaire. Merci à tous. C'est toujours un plaisir de partager et de pouvoir être encouragé par les visions aussi qui sont copartagées. Quand on se retrouve avec des gens qui pensent des choses très similaires à ce qu'on imagine,
ça nous conforte dans des façons et des perspectives de voir les choses et en même temps, ça nous enrichit. Merci à tous. Merci Pascal. Pascal et Kader à Paris. Merci beaucoup. Je retiendrai quelques termes, richesse, partage, enrichissement, comme le disait Pascal Côté. Et pour une première expérience, je suis ravi. Merci Kader. Gaspé, Jean-Claude et Pascal. Oui, ben, merci beaucoup pour le partage. C'est très apprécié de pouvoir absorber autant d'expérience. Ouais, je fais juste du pouce sur la partie expérience. C'est intéressant, on va dire, de faire la discussion sur nos expériences, mais en même temps, de ramener ça sur des concepts. On va dire, ça fait que c'est l'équilibre entre les deux, ce qu'on vit et les concepts qui nous permettent, je pense, d'aller plus loin. Ça fait que c'est toujours intéressant de participer aux discussions. Merci. Tu commences à introduire nos futures conversations. Ah, c'est ça, hein, il a du métier, hein, qu'est-ce que tu veux. Hein. C'est pas son premier collab. Hein. Merci beaucoup. Loïc à Montréal. Non, comme je vous l'ai dit, j'espère que la semaine prochaine, tout le monde sera présent pour discuter, parce que je pense qu'on a deux beaux thèmes qui sont toujours en relation avec l'approche techno-usage-attitude, des points que j'ai soulevés dès le départ. Et donc, je pense qu'on pourra avoir de très beaux échanges. Merci. Michel, tu veux terminer? Oui. J'ai votre attention maintenant, là. Hein? Merci à tout le monde. Merci de m'avoir visité à Xerox. Je suis pas ici, normalement. Mon bureau est pas ici, mais ça me donne la chance de venir visiter mes collègues. Puis, il vient puncher! Il vient puncher! Ben oui. Merci beaucoup de votre présence et votre participation. Ce fut très agréable. Ben, merci beaucoup à tous. Et puis, c'est un rendez-vous pour mercredi prochain, le 15. Et on sera à Paris avec Pascal et Kader et les autres. Donc, t'es bienvenu, Joël, on t'entend. Merci. Bravo, hein, bravo. Excellent. Alors, de Montréal, bravo. Salut à tous. Là. Oui, bravo. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.